Quand on dit au public « je travaille pour un festival de cinéma », pour le dire rapidement, ça va être un peu chiant. Ça va être un peu des films de niche et d'art et essai très pointus qui vont pas être accessibles. Et ce que j'adore au FIFIP, c'est pointu, mais le mot est grossier, c'est un peu fun, quoi. Loin des clichés élitistes qui collent à la peau du cinéma d'auteur, notre invitée du jour s'applique à proposer au public des festivals pour lesquels elle travaille une sélection de films pointus mais divertissants, exigeants mais toujours accessibles. Avec elle, nous avons parlé de Titanic, de Rébellion adolescente, de double cursus universitaire, du Festival de Cannes, de l'importance d'expliquer son métier ou encore des différentes formes d'indépendance. Je suis Marine Dita, journaliste à la rédaction numérique de Sud-Ouest, et vous écoutez Bord Cadre, le podcast qui tire le portrait du cinéma indépendant. Silence, moteur, action. Bienvenue dans ce 5e épisode. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque c'est Natacha Séverine qui m'a accompagnée sur les 2 premiers entretiens de Bord Cadre, qui passe de l'autre côté du micro pour nous raconter son parcours et son métier de programmatrice. Bonjour Natacha. Bonjour. Et pour mener l'interview avec moi, c'est Pierre Guidet, assistant de médiation et de programmation au FIFIB, qui nous rejoint. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors avant toute chose, Natacha, est-ce que tu peux te présenter, ton nom, ton âge, d'où tu viens et en quelques mots, en quoi consiste ton métier ? Alors bonjour à tous, je suis Natacha Séverine, j'ai 34 ans. Je viens d'arriver à Bordeaux il y a peu de mois, en tout cas comme résidente fixe. J'ai grandi en Touraine, je suis née dans le nord de la France. J'ai habité assez longtemps à Paris, mais maintenant je suis à Bordeaux. Et mon métier, ça s'appelle directrice de la programmation pour le FIFIB, ce qui m'occupe une bonne partie de l'année. Et mon métier consiste à regarder beaucoup de films, à en sélectionner et à les accueillir, à les montrer au public bordelais dans le cadre du festival de Bordeaux. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les enjeux de ce métier, justement, de constituer une programmation d'un festival ? Alors, il y a plusieurs choses. Les enjeux du métier, c'est vraiment d'avoir, comme je disais, de regarder beaucoup de choses, donc d'avoir une vue d'ensemble de la programmation contemporaine. Le festival de Bordeaux, qui s'appelle le Festival international du film indépendant de Bordeaux, est très lié à la notion d'indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire être indépendant aujourd'hui ? Donc ça va être de voir tout ce qui se fait aujourd'hui et qui peut questionner la notion d'indépendance au cinéma. Ça implique beaucoup de visionnage, ça implique aussi une relation avec les distributeurs, les vendeurs, toute la partie professionnelle, ce qu'on ne voit pas beaucoup quand on voit des films en salle. Derrière, ça implique beaucoup de négociations, beaucoup de motiver les gens à venir ou pas pour que le festival puisse être festif, puisse être accompagné par les équipes. Donc ça, c'est la partie négociation, un peu représentation qu'une directrice doit mener. Pierre le sait un petit peu, parfois il nous voit nous disputer au téléphone parce qu'on veut vraiment un film. Donc là, ça va être de convaincre un film de vraiment venir au Festival de Bordeaux. Sur les enjeux peut-être plus esthétiques, c'est de faire un ensemble qui soit cohérent avec l'histoire du festival. Moi, je ne l'ai pas créé. Je suis arrivée sur le festival il y a 3 ans, mais c'est genre de déployer la vision que les 2 fondatrices en ont eue depuis le début et de prolonger cette ligne-là. On va remonter un peu le temps avec toi, du coup, Natacha, pour comprendre comment ça a commencé, ton parcours dans le cinéma, ton envie de faire du cinéma. Est-ce que tu te souviens d'où est né cet intérêt ? Mon premier souvenir important, c'était dans une salle de cinéma devant Titanic. Et j'avais 9 ans, donc pour moi, c'était un peu du cinéma indépendant, parce que j'avais vraiment, quand on regardait les films à la télé, le mardi soir et le dimanche soir, donc moi j'avais vraiment une culture télé dans ma famille, on n'allait pas du tout au cinéma. Un jour, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, ma mère m'a dit on va aller voir Titanic, mon père n'était pas du tout intéressé par ça, mais c'était un peu notre sortie culturelle, art et essai. Pour moi, à l'époque, j'imaginais comme art et essai, alors que pas du tout. Et j'ai vu ma mère très émue, et j'étais moi-même très émue, alors qu'on n'avait pas une discussion facile avec elle. D'un coup, je me suis vue avoir une émotion chez elle que j'avais également. Et j'ai trouvé ça super comme façon de me relier à des personnes qui étaient proches, mais aussi à d'autres personnes, puisque je pouvais parler à mes copines qui elles-mêmes étaient devenues amoureuses de Leonardo DiCaprio. D'un coup, il y avait une sorte de communauté d'esprit que je pouvais retrouver grâce à l'intermédiaire d'un écran de cinéma.
Et peut-être la deuxième partie, donc, est plus art et essai, pour le coup, vraiment. Donc, j'embêtais beaucoup mes parents pour aller au cinéma le plus souvent possible et aller voir des films qui ne passaient pas sur la 2 ou sur TF1 le mardi soir, le dimanche. Et donc, Le Monde avait sorti je pense que c'était dans les années... ça devait être les années 2000. Et à côté de leur édition hebdomadaire, il y avait des petites éditions DVD avec des éditions bleues. Et il y avait des films d'auteurs. Donc il y avait Godard, mais il y avait aussi un film qui m'avait vraiment beaucoup marqué, qui s'appelle Cris et chuchotements de Bergman, que mes parents ne pouvaient pas voir parce que c'était hyper chiant pour eux. Mais moi, je me dis, j'avais l'impression d'être en communication avec la vision d'un cinéaste, quelque chose qui détonnait de tout ce que je pouvais voir à la télé. Et là, je me suis dit, waouh, c'est génial. C'est comme si ce film avait changé ma vie et je me sentais en communication avec quelqu'un qui avait fait ce film il y a très longtemps, mais je voyais exactement ce qu'il voulait dire et qui n'était pas un cinéma. Alors, j'ai vraiment adoré regarder beaucoup de choses à la télé, mais où il y avait quelque chose d'un peu différent du flux que je pouvais voir à la télé. Je crois que c'est ces deux moments qui sont importants pour moi au début. D'accord, donc du coup, enfance et adolescence, donc fin des années 90, début des années 2000, à ce moment-là, quand tu commences vraiment à t'intéresser au cinéma, tu vis où? C'est un projet que tu nourris à ce moment-là d'entrer dans le cinéma de manière professionnelle et pas juste en tant que spectatrice? Est-ce que là où tu grandis, il y a des possibilités, des portes ou des options qui te sont proposées? Pas trop, mais pas non plus. J'étais à 15 minutes d'une ville qui s'appelle Tours. Il n'y avait pas de cinéma et pour aller au cinéma, il fallait aller à Tours. Donc c'était à 20 minutes où on allait voir quelquefois Titanic, puis quelques autres films. Pas beaucoup, mais quand j'ai réussi à convaincre ma mère à aller au cinéma le dimanche. Et donc plutôt éloigné. Et un des déclics pour accéder à l'option cinéma, qui a été quelque chose d'important, en tout cas dans mon parcours, c'était le moment où il fallait choisir son orientation. Donc il y avait première L, première S. Et pour faire la première L, option cinéma, il a fallu que je me mette un peu en opposition avec mon père, qui était lui ancien prof de maths, et pour lequel la science était très 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 important. Et faire une première L, c'était sûr, il n'y avait pas de débouché, il n'y avait pas d'argent, donc pour eux c'était hors de question. Et donc pour continuer à faire des études dans ce lycée à Tours, il a fallu braver c'est un peu la voie en fait dans laquelle nos parents nous imaginent. Et donc il avait mis première S sur le dossier d'orientation papier de l'époque. On n'était pas encore à Parcoursup. Et donc la nuit, je suis descendue et j'ai rayé première S. J'ai rayé, non, j'ai mis du blanco parce que j'étais... Et donc j'ai mis première L, option cinéma, pour pouvoir continuer... Ça, donc j'étais très motivée. Après, ils ont compris. Et puis, de toute façon, en fait, ils n'avaient pas vraiment le choix de... Au début, moi, vraiment, par le lycée, par l'école et par cette option, donc option cinéma qui était à l'époque, je pense, 9 heures par semaine, où on voyait des films, on apprenait à en débattre, on apprenait à en parler, on apprenait à en faire, qu'est née la passion. C'était un lycée qui s'appelle le lycée Balzac de Tours, avec un professeur notamment génial qui nous a vraiment transmis sa passion, qui m'a suivi longtemps après. D'accord, donc là, pendant 2 ans, tu es adolescente, tu partages ton temps scolaire avec des gens de ton âge et qui sont aussi passionnés de cinéma et qui sont dans la même option. Quand vient le temps de l'orientation post-bac, est-ce que le problème parental se pose à nouveau? Alors à chaque fois, j'ai réussi à jouer sur 2 tableaux un peu différents, en leur faisant... Le rêve pour mes parents, c'était que je devienne prof. Donc, parce qu'ils se disaient, c'est le CDI, les vacances. Donc pour eux, c'était vraiment la vie rêvée. Et puis moi, ça me faisait pas vraiment rêver à l'époque parce que j'étais très attirée par le cinéma. Donc l'astuce que j'avais trouvée et qui m'a beaucoup servi, c'est de faire des classes préparatoires littéraires. Vous verrez peut-être un peu, je pourrais devenir prof après, mais il y avait toujours le soupçon de Hippocagne cinéma et donc j'arrivais à combiner les deux. Donc j'ai demandé une Hippocagne cinéma et à partir du moment où j'étais acceptée dans cette classe assez sélective, il ne pouvait pas dire grand-chose. Puis j'avais déjà rayé le truc sur le dossier d'orientation, donc ils savaient qu'ils devaient un peu me laisser faire. Mais la classe prépa les apaisait un peu parce que du coup, ma famille ne vient pas du tout de ce milieu-là. Il y a un fantasme aussi, on se dit, mais il faut être copain avec machin pour pouvoir trouver un métier. Et du coup, le post-bac, c'est avec cette Hippocagne option cinéma qui était à Avignon, puis après en région parisienne, que j'ai réussi à trouver l'astuce pour en même temps les sécuriser, et puis aussi moi, parce que du coup, quand les parents sont angoissés, j'imagine qu'ils transmettent un peu de leurs angoisses aux enfants. Donc c'est comme ça, et après j'ai fait un cursus, après la Cagne, c'était des licences lettres et de l'autre côté cinéma. Donc j'ai fait 2 licences, 2 masters, et pour un peu les sécuriser. Un master cinéma, un master de lettres, comme ça je peux toujours prétendre au CAPES, je me dis.
Donc tu quittes Tours pour faire une classe prépa à Avignon, ensuite tu montes à Paris pour faire une double licence et un double master. Est-ce que pendant tes études, tu commences à mettre un pied dans le cinéma en faisant des stages ou en entamant des projets personnels par exemple? Ouais, au début, pas mal de bénévolat et une année d'échange en Suède qui m'a beaucoup inspirée parce que les Suédois, il y avait la représentation des femmes dans le cinéma qui était hyper inspirant, quoi. Ils étaient déjà très en avance, c'était il y a 15-20 ans, et c'était déjà très inspirant. Donc il y avait cet Erasmus en Suède d'1 an, et ensuite je reviens en France, et mon sujet de mémoire, c'était Desplechin et Bergman. Et en m'intéressant à la carrière de ce cinéaste, donc Arnaud Desplechin, il avait fait son premier film. Il était très relié à l'histoire d'un festival qui s'appelle toujours Premier Plan. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur ce festival Premier Plan qui s'intéresse aux premières œuvres des auteurs. Et là, je me suis dit, c'est intéressant de découvrir des gens qui en sont au début de leur carrière, comment on va les aider, comment on va accompagner des gens qui ont des visions singulières. Et j'ai postulé pour un stage en programmation. J'ai eu ce stage et après, ça a été une expérience qui était super parce qu'on voyait tous les films et puis avec ce que je cherchais depuis longtemps, c'était de se dire, on va découvrir le nouveau Desplechin, on va découvrir des nouveaux auteurs. Et puis moi, vu que Desplechin ou Bergman m'avaient tellement aidé dans ma vie, je me dis, mais j'étais remplie d'une mission existentielle et il fallait que je trouve les nouvelles personnes et ça m'a beaucoup nourri. Et pendant tout ce temps, parce que du lycée Balzac à Tours à Premier Plan à Angers, toi tu gardes ce désir de cinéma, mais comment il se manifeste ce désir? Parce qu'on ne veut pas tous devenir programmateur quand on a 16 ans, on veut être réalisateur, acteur. Toi, qu'est-ce qui t'animait en fait dans le cinéma comme désir professionnel? Le désir professionnel, il s'est vraiment noué à ce moment-là, d'être à cette position où je pouvais aider des gens à avancer dans leur carrière et puis d'avoir des choix en fait, genre de dire je vais pouvoir aider d'autres personnes parce que je vais leur amener telles œuvres et qui étaient aussi liées à le début d'une carrière universitaire. J'adorais écrire sur les films et j'adorais les analyser, voir comment ça marchait. Puis j'avais en parallèle, je faisais mes études de lettres où je travaillais sur l'inspiration. Et ça me fascinait comment on fabriquait les images, d'où ça venait, d'où venait l'inspiration. Et je trouve toujours que le festival, en fait, permet vraiment d'être à cet endroit, ce moment un peu charnière, de donner de la confiance à des gens qui tentent des choses, à des cinéastes qui tentent des formes, qui n'ont pas tout de suite un accès simple et facile aux salles de cinéma, qui est plus dans une logique de marché. Et les festivals sont un peu des cocons privilégiés pour accueillir des formes inédites. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est super comme métier. J'arrive à faire des stages grâce à mes 2 Master 2. Peut-être que du coup mes parents m'ont vraiment aidé. Ils m'ont poussé à faire mes études de lettres jusqu'au bout. J'avais droit et je sais que c'était plus compliqué après d'avoir des conventions de stage un peu plus que si j'avais été que dans une seule formation. Et j'étais devenue très copine avec la secrétaire de Master. Donc j'arrivais toujours à avoir 1 ou 2 conventions en plus. Et la deuxième convention, le deuxième stage que j'ai fait à Angers a pu être fait grâce à cette 2e convention de stage que j'ai obtenue grâce au copinage, peut-être, au copinage de cette secrétaire qui délivrait les conventions de stage. Donc là, tu es en stage à Angers et la fin de tes études approche. Comment tu gères l'imminence de cette entrée sur le marché du travail? Est-ce que tu aperçois des opportunités qui te permettraient de gagner ta vie dans cette voie? Alors là, c'était très aléatoire parce que je me rendais compte que dans le festival, où j'avais déjà fait mon 2e stage, visiblement, il n'y avait pas de poste. Et il y avait toujours cette possibilité de devenir prof en passant le CAPES, mais si j'étais honnête avec moi-même, il n'y avait rien qui m'excitait dans le métier de prof, que je respecte et que je ferai certainement un jour. Je suis prof un peu, mais je sentais que mon envie et mon désir allaient autre part. Donc une fois fait la croix sur le désir de prof, je me suis mis à chercher de travail et à faire d'autres stages, à finir mon master et à travailler en médiation. Ça m'a beaucoup aidé pour présenter des films. Dans la médiation, un poste de médiateur, ils cherchaient des jeunes en fin d'études, à la Fondation Cartier, à Paris, où je présentais une exposition sur les mathématiques et il y avait une œuvre de Depardon. Donc là, je pouvais présenter les films. Et un peu par hasard, semi-par hasard, j'avais répondu à une annonce pour le Festival de Cannes. Et là, c'est un moment où ça a débloqué un peu mon CV. Je vous conseille parfois de faire des stages pour le Festival de Cannes parce que c'est vrai que nos métiers sont peu connus et on identifie très bien le Festival de Cannes. Donc, je postule pour un stage au Festival de Cannes pour le site internet où je faisais la revue de presse et j'écrivais des articles, bref. Et à ce moment-là, Angers, il y a eu un poste de programmation qui s'est débloqué.
Je pense que le fait que j'étais allée à Cannes, qui faisait aussi rêver tout le monde, a débloqué mon premier CDD. Et c'est comme ça que j'ai été engagée en CDD de 5 mois au Festival d'Angers. Et après, les dominos se sont assemblés aisément. Un autre CDD s'est ouvert. On m'a proposé un CDD, pas au site internet du Festival de Cannes, mais sur une section qui s'appelle Le Certain Regard. En 2 ans, j'avais un assemblage qui tenait la route, qui n'était pas mirobolant, parce qu'avec des petits salaires de festival. J'avais 5 mois de CDD en programmation à Angers et un CDD de 3 mois au Festival de Cannes, où là, j'assiste directrice, donc c'était plus du protocole et de mettre les gens en relation, où je faisais pas la sélection, mais j'étais vraiment quand même au cœur de la machine. Et ça, c'était génial, parce que Cannes, il y avait vraiment un énorme enjeu pour les films qu'on présentait. Il y avait le tapis rouge, il y avait quelque chose d'un symbole d'un coup qui était très important. Et puis j'avais de l'autre côté Angers où je continuais à voir beaucoup de films. Et aussi pour le Festival de Cannes, on regardait un peu les films en amont, ce qui me permettait d'être à l'endroit qui me faisait vibrer. J'ai alterné les CDD entre Angers et Cannes sur une même année et j'ai fait ça 4-5 ans. Tu vas de stage en stage, puis de CDD en CDD. Ouais. C'est quand même des situations qui sont peu stables, qui sont même assez précaires, on va dire. Les festivals, la manière dont on se finance, c'est aussi précaire. Ça dépend de subventions, de mécénat. Toi, comment tu as fait pour vivre de ce métier-là, d'arriver jusqu'au FIFIB où tu as un poste un peu plus stable? Et en fait, tout simplement, la question, c'est comment on vit de ce métier? Parce que je connais peu de personnes qui arrivent à vivre uniquement de la programmation. Bon, on n'en vit pas. Non, on n'en vit pas sans que... On n'en vit pas trop parce que c'est toujours des postes brefs. Soit il y en a très peu et la question des festivals, encore plus avec l'arrivée des plateformes, et quand même les gens se disent mais si Netflix peut me conseiller des films, il faut vraiment toujours prouver sa légitimité. Et donc c'est un métier qui est difficile. Ça m'embêtait d'aller à Pôle emploi et de leur dire je cherche du travail, alors qu'en fait je savais qu'il y avait Angers qui allait me reprendre 3 mois après. Mon père était très impliqué au Parti Socialiste et il y avait quelque chose qui me dérangeait dans la structuration dont était fait le travail des festivals. Et donc je me suis dit tiens, je vais faire une thèse. Je vais reprendre des études pour écrire une recherche. La recherche impliquait que je dois devenir indépendante, que je ne pouvais pas avoir de chômage en étant en CDD. Et je me suis dit, l'université va me sauver. Donc là, je suis devenue indépendante. J'ai demandé à travailler autrement mon engagement salarié pour ces structures et qui me permettait une souplesse et me permettait de trouver d'autres missions à côté de missions. J'ai dû arrêter le CDD que j'avais pour Cannes parce que je voulais commencer une thèse qui a mis longtemps à se financer. Et maintenant, j'ai demandé un financement de recherche qui me permet de faire le complément avec ma mission au FIFIB. Donc, je suis directrice de programmation au FIFIB, mais à côté, j'ai créé une thèse qui est financée via un dispositif qui me permet d'écrire sur ce que je fais au FIFIB. Je pense que tous les programmateurs de festivals, il y en a peu qui vivent bien, où il faut trouver une autre casquette. Donc, prof, c'est souvent quelque chose qui revient. Traducteur, ou avoir 2 festivals qui se combinent et qui peuvent se permettre à une personne de faire toute l'année. Mais en effet, on vit pas parce qu'on voit des films, mais moi je milite pour dire que c'est une vraie compétence et c'est quelque chose qui est important, mais c'est compliqué. Comment ça communique concrètement ce travail de thèse, justement, avec ton travail au FIFIB? Quels sont les liens que tu tisses entre les deux? Dans la thèse, je travaille sur le cinéma contemporain, les liens entre les réseaux sociaux et le cinéma contemporain. Et donc, dans le FIFIB, il y a une section qui s'appelle Contrebande. Et c'est comme ça que moi, j'ai entendu parler du FIFIB et que j'ai commencé à sympathiser avec les 2 fondatrices. Même si mes intérêts sont plus larges que cette section. Mais il y avait vraiment, je me dis, elles ont trouvé un truc hyper intéressant sur l'indépendance et qui questionnait vraiment comment on a vraiment envie de faire quelque chose alors qu'on n'est pas validé par une structure de financement. Donc on a commencé à se connaître et à discuter sur ces aspects. Et donc dans ma thèse, pour moi, un programmateur, vu qu'on n'est qu'avec sa sensibilité à toujours dire « j'adore ce film, c'est super, on a une compétence, mais on n'a que notre sensibilité et notre goût personnel qui est là », plus j'avançais, plus je me dis en fait, il faut vraiment écrire quelque chose, faire quelque chose qui puisse communiquer ce qu'est ma vision. Parce que là, je peux vous l'expliquer, je peux essayer de dire nouvelles images, nouvelles représentations, indépendance. Mais je me rends compte que c'est assez flou et qu'il faut quelque chose qui soit un objet qui me permette de déployer ma vision. Même si les programmations parlent d'elles-mêmes parce qu'on agence des choix et on répond parfois à des entretiens dans la presse, mais il faut qu'il y ait quelque chose de théorique sur ce que c'est que le métier de programmateur, sur ce que les choix à l'heure où des images, on en a en abondance constamment. Qu'est-ce qui est plus important dans un film? Et puis je pose la question, je m'interroge dans la tête, qu'est-ce qui est plus important dans l'acte d'aller voir un film en salle
ou voir des images, des contenus en permanence sur nos ordinateurs ou sur nos réseaux sociaux. Ça se voit à t'entendre, tu as une conduite éthique, une conduite politique, donc théorique aussi à ton travail. Tout ça, ça se manifeste par le choix concret des films. Donc comment, au cours de l'année, tu dessines cette programmation, tu dessines cette sélection? Est-ce que tu viens avec ton idée claire, en mode, cette année, je veux que le soleil embrase le festival, ou est-ce qu'au contraire, c'est un chantier permanent? C'est un chantier permanent, et Pierre, tu fais référence, je pense, au soleil, parce qu'on se posait la question, donc l'an dernier, on était 2 directeurs de la programmation, on se connaissait pas trop, on se posait la question de comment on va accorder nos violons. C'était là, le Covid qui revenait toujours, et donc quel mot quelle tonalité on pourrait donner à la programmation de cette année. Donc j'ai dit et j'ai lancé cette année qu'il faut quelque chose qui soit assez solaire, quelque chose qui soit lumineux et qui correspond bien à l'identité du FIFI, parce que pour connaître plusieurs festivals de cinéma, il y a un tout petit peu, quand on dit aux distributeurs ou quand on dit au public, je travaille pour un festival de cinéma, pour le dire rapidement, ça va être un peu chiant. Ça va être un peu des films de niche et à réessayer très pointus qui vont pas être accessibles. Et ce que j'adore au FIFIP, c'est pointu, mais le mot est grossier, c'est un peu fun, quoi. Il y a toujours quelque chose c'est léger, c'est drôle, mais c'est accessible pour tout le monde. Donc le côté solaire qu'on a trouvé au début permettait de travailler ces notions. Il faut que ça soit à réessayer, des visions d'auteur, mais qu'on s'ennuie pas. Qu'on s'ennuie pas trop, en tout cas. On peut s'ennuyer un peu, mais en tout cas, il faut que ce soit accessible et ludique. Et après, au fur et à mesure, on réagence. Donc, on est parti sur quelque chose de solaire, de positif au début. Et au fur et à mesure des visionnages, on a affiné dans nos discussions, en parlant, en s'écoutant, sur « Ah, cette image m'avait manqué ». Dans nos discussions, se dire « J'ai jamais vu ça, ça m'intéresse parce que je l'ai jamais vu filmé comme ça ». Et qu'au fur et à mesure, on est parti de l'aspect solaire pour aller dans tous les films qu'on a choisis en compétition, on s'est accordé sur des images manquantes, sur des choses qu'on avait peu vues au cinéma et qui d'un coup trouvent tout leur sens à être mis en lumière dans le cadre d'une sélection resserrée du FIFIP cette année. Et aussi, ça dépend beaucoup des films qu'on trouve, des films aussi qu'on peut négocier. Parfois, c'est rare parce qu'on les a souvent, mais parfois on se fait piquer des films par d'autres festivals qui exigent des premières, mais donc c'est un processus, et puis c'est un processus par rapport aussi à la production de l'année. Parfois il y a des films, il y a des années où ça va être très 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 sombre, il y a d'autres années, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, les films vont avoir d'autres couleurs. On parle du FIFIB qui a l'indépendance dans son deuxième I. Toi, comment tu construis justement l'indépendance, comment tu la vois dans chaque film? Est-ce qu'il y a une notion d'indépendance absolue, ou est-ce qu'au contraire, chaque film partage une vision d'indépendance en propre? Je pense que c'est propre à chaque film, parce que l'indépendance, le problème qu'on a avec ce mot indépendance en France, c'est qu'il y a l'idée un peu du cinéma indépendant américain, qui est sur un modèle complètement différent. Et nous, en France, on a quand même ce luxe d'être aidé par le CNC. Donc, est-ce qu'on est indépendant si on est aidé par la structure étatique? C'est une vraie question. Et en fait, les vraies propositions, on a quand même un super financement en salle. Donc, on ne peut pas avoir une indépendance qui serait la même pour tous les pays. Ça fonctionne de façon tellement différente qu'on ne peut pas avoir une vision univoque par rapport à la production de tous les pays. Donc c'est à chaque fois, chaque cas particulier. Il y a un film cette année qui est en compétition au FIFI qui s'appelle The Beta Test de Jim Cummings et P.J. McCabe. Donc lui, il a produit son film avec un tout petit budget et il a tout fait. Il a pas tout fait tout seul, mais en tout cas, c'est vraiment c'est un des moteurs, ils sont deux, mais il est vraiment très très impliqué dans le processus. Et ça, c'est un peu l'ADN du cinéma indépendant américain. À côté de ça, il va y avoir d'autres films très différents. On va avoir Claire Simon, qui est une autodidacte, dont les films, donc on voit, on entend on connaît le nom de Claire Simon et son positionnement, mais qui a un fonctionnement un peu différemment. Elle n'a pas fait d'école de cinéma, elle est autodidacte, elle a beaucoup fait toute seule, mais elle est plus identifiée, donc elle va se faire un peu plus aider par les financements classiques du cinéma, mais qui pour moi est vraiment très liée à la notion d'indépendance. Et ensuite, dans les autres, il y a aussi une cinéaste indienne qui a eu une aide à la post-production de la région l'an dernier, qui a beaucoup tourné et qui ensuite fait son montage. Donc à chaque fois, il n'y a pas de cinéma indépendant sans connaître un peu le contexte de production des films. Mais en tout cas, la plupart des films qu'on a sont liés de façon particulière de chaque fois à leur contexte de production. Alors ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas un cinéma indépendant et que la notion d'indépendance, c'est
pas la même partout, puisque chaque pays a un système particulier de financement du cinéma. Aujourd'hui, pour toi et pour le FIFIB, c'est quoi le cinéma indépendant ? C'est un cinéma qui sait se réinventer sans demander la validation de processus qui sont assez longs. Là, le cinéaste américain dont je parlais, Jim Comics, il va vite en fait. C'est des gens qui vont vite et qui... Donc je parle de la France parce que c'est le système que je connais plus. Il y a chacun peut faire du cinéma plutôt facilement. En tout cas, chacun peut déposer un dossier, un scénario, sauf qu'il y a un peu ce problème de l'embouteillage des commissions. C'est des scénarios qui sont parfois très 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 écrits, où le désir de tourner ou le désir de filmer peut un peu s'émousser parce que ça prend du temps, puisque c'est accessible à plein de gens. Vous pouvez, Pierre, tu peux envoyer un scénario au CNC, du coup, ça implique derrière un long temps des gens qui vont le lire attentivement, des commissions, des réunions, et pendant ce temps-là, il s'écoule du temps entre la première idée et quelque chose, et le film qui va se tourner. Et donc, si je réponds à ta question, Marine, c'est des films qui vont un peu vite, quoi, et qui gardent leur énergie, qui gardent leur désir, et qui vont pas s'épuiser dans des commissions successives. Aujourd'hui, quand tu fais le bilan de ton parcours, depuis ton choix de prendre option cinéma au lycée, est-ce que tu es satisfaite et est-ce qu'il y a encore des choses que tu aimerais accomplir dans le milieu du cinéma, en programmation ou dans d'autres corps de métier ? Beaucoup. Et la programmation, vu qu'on va chercher des films, j'aimerais continuer un apprentissage des langues que j'ai pas. Je parle l'anglais et l'allemand un petit peu, mais je sens qu'on a besoin, pour aller chercher des cinéastes, il faut comprendre la langue avec laquelle ils s'expriment. Et aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, de vraiment créer des objets qui permettent de communiquer autrement que par des choix de films, parce que c'est compliqué quand on dit programmatrice, mais tu choisis des films. Vraiment conceptualiser ce que c'est que de choisir des films et de mettre en contexte des films. Et ça, c'est pas du tout connu. Il y a une personne suisse, il a été commissaire d'exposition, mais qui mettait vraiment ça au cœur de son projet, qui s'appelle Harald Zeman, un Suisse qui a une figure parce qu'il a un peu écrit sur sa pratique, et en même temps, il a fait des expositions qui étaient toujours, qui avaient beaucoup d'esprit et où il pensait toujours un peu en dehors des cadres. Donc ça, c'est un modèle. Je sens, j'ai un appétit pour aller théoriser ce que je suis en train de faire. Et j'aimerais que ça ne soit pas qu'une thèse, parce que les thèses, il y a le côté toujours de la structure universitaire qui est un peu trop, de rendre vraiment accessible ce que j'ai fait depuis 12 ans. Donc c'est un objet, un film ou un écrit. Je ne sais pas encore quelle forme ça prendra. Merci beaucoup Natacha pour ton témoignage, et merci Pierre pour ton expertise. Je vous libère, je vous laisse repartir à votre folle emploi du temps. À bientôt, merci beaucoup à vous deux. Merci Marine. Merci aussi à vous, auditeurs, qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et vos suggestions nous sont toujours très précieux. Et pour ne rien manquer de Bord-Cadre, rendez-vous sur sudouest.fr ou sur fifib, fifib.com, ou bien abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.